Bonjour à vous et bienvenue à Presse Éco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires, d'avis, de débat sur les sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, nous allons exceptionnellement évoquer des sujets au plan national. D'abord, on commencera avec le trop perçu salarial des ministres selon le CIF-Web, le Centre d'information et de formation d'études sur le budget qui a sorti cette étude-là qui fait état d'un ensemble en tout cas des salaires un peu trop perçus chez les ministres. On va donc discuter ce débat. Et puis, second sujet, on parlera de la corruption électorale lors de la campagne et des élections dernières. Il y a eu en tout cas la corruption de la part des partis politiques, achat de conscience et bien d'autres choses. Nous allons en parler. C'est le REN qui a fait un rapport. Nous allons donc débattre de ces deux sujets. Et puis, troisième sujet, il sera question du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui a un nouveau bureau. Nous allons donc évoquer également cela en politique. Et puis, on terminera par la suspension du traitement des dossiers des opérations immobilières au niveau du ministère de l'Urbanisme. Nous allons revenir sur l'ensemble de ces sujets-là avec mes invités. Autour de ce plateau, j'ai à ma gauche Parfait Silga. Parfait Silga est journaliste, il est analyste. Merci Parfait d'être sur ce plateau. Et puis Évariste Faustin-Concebo, chroniqueur de médias, président du cercle d'éveil, Association de défense des droits de l'homme, également premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la droite d'Évariste, Youssoufou Ouedraogo, il est donc journaliste à Info H24. Merci d'être là. Et puis en fin d'année, invité Maître Apollinaire qui est l'homme de Tambella, donc avocat inscrit au barreau, président du CRI, qui est le Centre de recherche internationale des stratégies. Merci à vous tous qui êtes sur ce plateau. Merci à ceux qui nous suivent. Vous aurez l'occasion d'intervenir dans la deuxième partie de cette émission. Pour cela, il vous faudra appeler pour vous inscrire et on vous rappellera pour prendre votre participation. Et puis, donc, on commence ce plateau avec cette question de trop perçu salarial au niveau des ministres. Alors, si on regarde bien, il y a des règles, il y a un texte un décret notamment qui fixe les salaires des ministres, mais il se trouve que selon en tout cas cette étude-là, il y a des dépassements au niveau, les ministres n'ont pas les mêmes salaires. Alors, Parfait Silga, comment on peut expliquer ce fait-là où, comme le citoyen, le lambda dirait dans la rue, les ministres se partagent notre argent? Non, c'est un débat qui a cours déjà depuis 2016 et qui a été à plusieurs reprises repris. C'est-à-dire qu'il y a un texte, effectivement, qui réglemente les rémunérations des membres du gouvernement. Et avec l'entrée en service, en tout cas au niveau en 2016, plusieurs ministres qui venaient d'ailleurs, il y a eu effectivement ce problème qui a été posé. Mais en même temps, je pense que le problème a été posé, c'est vrai, mais il faut effectivement se dire que les choses méritent le texte mérite d'être revu. C'est l'analyse que je fais parce que on dit souvent la loi est dure, mais c'est dur à l'ex. C'est-à-dire que quand une loi a été prise, il faut la respecter et on doit commencer effectivement par le gouvernement. Mais en même temps, le débat, il est posé. Quand on décide de faire venir dans un gouvernement, d'appeler à de hautes fonctions des personnalités, en tout cas des spécialistes, des Burkinabés, des spécialistes qui viennent d'ailleurs d'autres institutions, mais il se pose effectivement le problème du niveau de vie. Et voilà. Donc la rémunération doit être en fonction aussi de tout cela. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pourra dire, si on vient à une fonction, on est nommé comme ministre, on doit s'en tenir à la loi et oublier la rémunération ancienne de la personne qui a appelé? C'était un débat qui est posé. Alors, mais ici, il y a par exemple le fait qu'il y a un texte qui fixe. Le problème, c'est que ça ne respecte pas. Ce qui est dit là, si on l'avait mis dans un texte, il ferait problème. Justement, il faut revoir le texte. Moi, je crois que c'est important de revoir le texte et puis de prévoir des mesures, de prévoir des situations où effectivement on peut déroger à la règle générale. Et surtout encadrer les choses. Parce que quand on regarde, on a l'impression qu'il
les choses ne sont pas encadrées, il y a des abus, il y a des dépassements et tout. Et effectivement, ça peut... ça joue effectivement, ça met à mal en fait l'idée qu'on voudrait que ce soit au niveau du gouvernement qu'on fasse la promotion de la bonne gouvernance. Alors, moi, je pense que le texte doit être revu pour prendre en compte un certain nombre de situations qui peuvent se poser quand on appelle, par exemple, une personnalité qui est dans une institution et puis qui doit venir travailler dans son pays. D'accord. On va peut-être enclencher l'autre débat, peut-être sur le plan purement moral ou tout simplement patriotique de servir à un certain niveau, mais on va revenir sur les chiffres ici. Je prends par exemple le ministre de l'Économie et des Finances qui touche 5 505 000 francs au lieu d'1 155 000 francs. Donc le taux perçu est de 4 350 000 francs. Il en est de même pour le ministre de la Santé, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, 3 436 salaires perçus, 1 555 000 salaires normaux et 2 282 000 par exemple trop perçus. Donc ça va de 4 à 1 million. Pratiquement, il n'y a que quelques rares ministres qui n'ont pas de trop perçus, donc qui n'ont pas de dépassement. Pour tout simplement mettre comment on peut expliquer ça. Aujourd'hui, on dit que le trop perçu total est de 886 557 000 francs 910 pour les 2 ans de gestion, par exemple, du gouvernement d'Abiré. Maître, est-ce que ici la question est posée, comme Parfait le disait, est-ce qu'il s'agit simplement de réaménager le texte pour tenir compte de ces réalités qui sont que des personnes qui sont cher payées à un autre poste antérieur viennent dans un gouvernement et donc on est obligé de leur verser un même salaire ou tout au plus un salaire qui leur permette d'avoir les mêmes ressources qu'ils en avaient par le passé. Est-ce que quand on appelle quelqu'un dans un gouvernement, il vient pour servir son pays et donc c'est aligné sur le texte qui est là? Bon, il faut dire qu'il y a un principe général qui est qu'un droit acquis doit être préservé. Donc, quand vous avez un niveau de rémunération, une autre fonction que vous allez occuper ne doit pas contribuer à rabaisser votre niveau de rémunération. Ça, c'est le principe général. Donc, à moins que ce soit une sanction, donc, on doit veiller à ce que vous puissiez conserver votre niveau, au moins votre niveau de rémunération précédent. Ça, c'est le principe général. Donc, de telle sorte que le décret fixant la rémunération des ministres, etc., en fait, c'est pour les ministres pauvres. C'est pour les ministres dont la rémunération n'atteignait pas ce niveau. Sinon, ça, ce n'est pas récent. Même chose là, depuis la fin de la Révolution, vous savez que sous la Révolution, les ministres n'avaient pas de traitement, les hommes politiques. Ils venaient au gouvernement et ils conservaient leur salaire de fonctionnaire. C'était ça la règle. Mais depuis que Blaise Compaoré a renversé Thomas Sankara et a institué un autre système de gouvernance, ce système est appliqué. Donc, il y a toujours eu des ministres avec des contrats particuliers. C'est-à-dire, moi, en tant qu'avocat, s'il m'appelle pour être ministre, je peux dire que le taux que vous servez au ministre ne me convient pas parce que ça ne correspond pas au niveau que j'ai en dehors de la fonction de ministre. Donc, si vous voulez que j'entre dans votre gouvernement, voilà ce que moi je propose comme rémunération. Mais vous vous rappelez que, par exemple, parlant de la Révolution, est-ce que c'est ce qu'il faut? C'est ce qu'il faut quand on appelle un ministre, il vient payé comme il était payé par la fonction. Non, M. Loukman, il ne faut pas se tromper d'époque. Okay. Ce régime-là est un régime libéral, de gouvernance et de gestion. Ce n'est pas un régime de mission. Il ne faut pas demander à des gens de faire des sacrifices dans un régime pareil. Dans un régime comme nous avons actuellement, la gestion de l'État est un business, comme tout le monde. Voilà. Donc, les gens n'y vont pas pour se sacrifier pour l'État, ils y vont pour une affaire. Ils y vont pour plus de succès, pour faire prospérer davantage leurs affaires. Est-ce que vous avez vu? Quand on devient ministre ici, c'est pour améliorer sa situation. Même si on dit souvent que c'est pour servir le pays, c'est prendre les gens pour des nez percés. Dans la réalité, c'est pour se servir d'abord. Mais si en se servant, ça peut servir l'État, tant mieux. Mais ce n'est pas leur principale préoccupation. Si vous prenez les membres de tout, c'est pour ça que les gens se battent pour être ministre. Donc, il ne faut pas leur demander de se sacrifier. Dans la perspective d'un gouvernement de mission, on pourrait effectivement dire, voilà, si tu viens, on ne tient pas compte de ta rémunération passée,
voilà ce que nous pouvons te proposer. Quitte à toi d'accepter ou de ne pas accepter. Moi, c'est ce que j'ai toujours proposé. Parce qu'il y a plein de gens pour être ministre. Donc, si tu estimes que le salaire qu'on verse comme ministre n'est pas suffisant pour toi, mais ne viens pas. On prendra quelqu'un d'autre. En principe, c'est ça qui doit être la règle. Mais comme nous ne sommes pas dans un système de régime patriotique, et que la gestion des affaires de l'État est un business comme tout le monde, eh bien, les gens y entrent, n'est-ce pas, comme dans la foire, et chacun pour faire la meilleure affaire possible. C'est pour ça qu'on assiste à ce système-là. Ok. Évariste Konsebo, le CIFOEB, donc, qui est le centre de formation, le centre d'information, de formation et d'études sur le budget, selon son analyse, dit que le gouvernement d'Abiré II, donc le gouvernement actuel, sera donc le coût salarial mensuel du gouvernement, il devait être de 39 573 000 francs CFA si le degré était respecté, mais s'il n'est pas respecté, il sera de l'ordre de 75 915 133 francs mensuellement, si l'on tient compte donc du salaire mensuel moyen servi aux membres du gouvernement antérieur. Oui. Bon, mais j'ai découvert un peu comme tout le monde. Ça, c'est de la veille citoyenne. Nous en avons fait aussi. Bien. Vraiment, c'est des postures qui mettent mal à l'aise. Mal à l'aise parce que, dans le principe, c'est bien de faire la veille citoyenne, de dénicher un peu les éléments, quelques effets de la malgouvernance. Mais au fond aussi, quand on prend du recul pour regarder, bon, il y a des questions quand même qu'on se pose, parce qu'on a l'impression que c'est aussi une façon de faire de la politique un peu populiste. Moi, je vais bien sourire, hein, je ne connais pas un seul pays au monde ici où le régime, les gens viennent se sacrifier, même du temps de l'Union soviétique. Moi, je me rappelle, il y avait des roubles convertibles, des roubles non convertibles. Les membres du Politburo et tout, ils étaient payés en roubles convertibles. Donc, tous ces débats-là, justement, quand on voit ça, parce que... je vous rassure que la masse du budget en recette, c'est à peu près en moyenne 1800 milliards. Alors on prend 4 milliards. 4 milliards, c'est en fait soi-disant la rémunération sur la période 2016-2020. Et on regarde et on dit que bon, il y a un problème de légalité. Mais attendez, quand on connaît comment les régies ici au Burkina sont organisées, que ce soit la douane ou le trésor, vous pensez qu'ils ont pu décaisser ça sans une base justificative? Moi, ce qui aurait été intéressant, c'est de me dire sur quelle base les régies, le Trésor a payé ça. Certainement, il y a une base. Maintenant, on peut discuter hein, sur la base, mais forcément, il y a une base. Mais tel que dit, c'est comme si on avait payé de façon illégale. En fait, je pense que c'est que l'information que le CIFOEB donne ici, c'est qu'il y a un texte qui définit les salaires des ministres. C'est 1 500 000... c'est 1 155 000 francs. Voilà, 1 155 000 francs CFA. Alors, il se trouve que d'autres ministres perçoivent 5 millions, d'autres 3 millions, d'autres 2 millions. La critique, c'est quoi? La critique, c'est parce que y a des le texte n'est pas respecté. Oui, mais vous savez que c'est un décret. Vous savez que ce n'est pas une loi, c'est un décret. Peut-être qu'il y a... Je vous dis qu'il y a une base légale, forcément. Les régies, le Trésor ne sort pas 1 franc sans une base. Ça, c'est un d'abord. Vous voyez, quand on rapporte encore le manque à gagner, un nombre de blocs de salles de classe qu'on aurait pu construire, de CG, ça, c'est des options aussi. Bon, maintenant, c'est vrai que par rapport à l'idée que... Moi, je suis du privé, hein, et je comprends tous ces gens. Si on vous appelle à servir votre pays, j'estime que dans tous les cas, vous devez peser le compte. Bon, et puis d'ailleurs, ça, les gens ne se focalisent que sur les salaires. Mais le salaire est accessoire parfois, hein, on a vu. Les gens, le salaire, parfois, on a vu par exemple dans le cadre des débats sur les fonds communs que ce qui n'était pas salaire équivalait à ce qui était salaire. Donc, moi, ça ne veut absolument rien dire de me dire voilà le salaire. Il faut voir tout ce qui accompagne. C'est pour qu'on pose un débat vraiment sérieux. Alors, mais, Évariste Konsebo, les citoyens s'y disent, voilà, les ministres, quand ils arrivent au gouvernement, pour un ministre, on peut avoir 1000 compétences équivalentes et qui sont peut-être prêtes à être ministre au salaire d'1 555 000. Alors pourquoi forcément aller prendre quelqu'un qui va venir coûter cher? Non, parce que comme si on n'en avait pas d'autres qui sont capables. Ça, c'est des choix. On a élu un président et le président forme son gouvernement avec son premier ministre. Maintenant, moi, mon problème, c'est de vouloir... Parce que là où je suis un peu gêné, c'est que le rapport tend à faire croire qu'on a fait des décaissements sans base. C'est ça mon problème. Maintenant, le débat se situe à un niveau moral, ce que vous me dites là. C'est quelqu'un qui... Non, c'est comme Maître Apollinaire l'a expliqué. Il y a la notion des droits acquis qui est là. Même le simple travailleur burkinabé, moi, je ne vois pas beaucoup, même dans la fonction publique, quelqu'un qui
qui du fait qu'il devient ministre, il va perdre et il va accepter. Donc ça, c'est des débats au niveau peut-être au plan moral. Mais me dire que le Trésor ici a décaissé de l'argent sans base justificative, moi, je me refuse à croire ça. D'accord. Youssoufou, Effectivement, je peux dire que ce que le CIFOEB a fait, ils ont soulevé un point très important concernant les membres de notre gouvernement. Un trop perçu de plus de 2 milliards, par ignorance ou par mauvaise foi, difficile de répondre, surtout quand ce sont ces mêmes personnes qui, lors de certaines rencontres avec les partenaires sociaux, disent à certaines personnes que, comment on appelle, la fonction publique absorbe 53,18% des recettes des finances et qu'on vient de trouver de telles pratiques. Il y a quand même un décalage en ce qui est dit dans la théorie et ce qui se pratique sur le terrain. Et c'est comme on le dit souvent, l'exemple doit venir d'en haut et puis la base imite. Donc un gouvernement qui tombe dans telle pratique-là, pour moi, ça devient difficile pour les citoyens de faire encore confiance à ces dirigeants. Et moi, je vais terminer en disant que la classe politique burkinabé, toutes tendances confondues, à un certain moment, ont travaillé à vider la démocratie de son contenu, en substituant, par exemple, l'idée du développement par l'offre, par l'idée à la course du profit. Sinon, je ne peux pas comprendre que dans un pays, ceux qui nous disent souvent qu'il faut quand même diminuer un peu le train de vie de l'État, la masse salariale, tombe dans de telles pratiques. Alors, mais Youssouf, il y a ça, c'est vraiment la morale. Oui. Mais est-ce que dans la réalité, par exemple, oui. Là, tu as un salaire là où tu es, Oui. à Info. D'abord, tu étais à le Faso.net Oui. pour aujourd'hui être recruté par Info H24. Oui. On pose la question, est-ce que si Info H24 te proposait peut-être moins ou la moitié de ton salaire, tu serais allé? Je fais partie, ça dépend de la mission qu'on va me donner à faire. D'accord. Le fait souvent sur les fonctions, le fait de certaines personnes, ce n'est pas souvent ce qu'on gagne par mois, mais c'est l'épanouissement qu'on arrive à avoir dans ce qu'on fait. On ne peut pas aller dans... Ce n'est pas parce qu'on peut me payer des milliards. Et si j'arrive dans une entreprise, malgré que le milliard que je perçois, si je ne suis pas réellement épanoui dans ma tête, ce n'est pas obligé d'y aller. Ce n'est pas l'argent qui m'emmène là-bas. Peut-être que c'est l'épanouissement moral que je cherche à quelque part. Qu'est-ce qui prouve que ce que je gagne à Faso.net ne dépasse pas ce que je perçois à Info H24 ou le contraire? Ça, c'est notre débat. Et je me dis que si réellement on va s'établir sur le fait que tu gagnes plus par rapport à ce que tu ne gagnes pas, je me dis que si c'est ça, ça va être difficile d'être un dirigeant. Quand on regarde les variations ici, quand on regarde les variations, et puis on regarde le profil aussi de ces ministres-là, c'est un peu ceux qui étaient à des niveaux un peu élevés, soit en international ou soit dans des grands projets. Monsieur Loukman, quand on vous appelle dans un État, c'est pour accomplir une mission. Et quand on vous dit de venir faire une mission, je me dis que pour un pays, quand même, c'est comme l'a dit Maître de Tambela, il y a quand même cette fibre patriotique qu'il faut avoir. Est-ce qu'on vient dans un gouvernement pour se faire riche ou bien c'est pour permettre à un peuple d'avoir un minimum de vie sociale? D'accord. C'est là la question. Le débat est lancé. Alors, Maître. Non, mais il faut compléter. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'abus dans tout ça aussi? Il y a de l'abus, ça c'est clair. Maintenant, il faut être un peu explicite. Il faut se dire que au Burkina Faso, ici, là, avec 1 million par mois, on peut vivre largement bien. Pour un ministre? Même pour n'importe qui. Le ministre, par exemple, pour n'importe qui. Il y a la famille, oui, il y a mais les voisins, M. Loukman, je n'ai pas fini. Oui, laissez-moi terminer. Il n'y a pas que la rémunération, il y a tout ce qui accompagne, comme a laissé entendre Conseil-Beau. Ils ont par exemple des bons d'essence, des facilités, l'électricité est prise en charge, l'eau est prise en charge, ils ont un service de protocole, ils ont par exemple un personnel de maison, ils ont des billets gratuits, ils ont des relations par-ci par-là. Il y a tout ce qui accompagne de telle sorte que avec un salaire de 1 million et quelques là, si on veut calculer dans le fond ce qui leur revient, ce n'est pas moins de 2 millions avec tous les avantages qui accompagnent. Là. Donc on peut vivre largement, sans oublier que même si tu percevais 10 millions à l'étranger et tu viens, tu es ministre là, il y a un plus pour ton curriculum vitae et il y a un plus relationnel que tu entretiens et que tu peux gagner. Donc moi je pense que franchement, dans un pays en développement comme le Burkina Faso, si nous voulons vraiment nous développer, il faut revoir la redistribution des richesses. Et ça commence par la tête. Est-ce que là, par exemple, quand on regarde un peu, ici, le plafond, c'est à
quelque chose de 5 millions. Est-ce qu'il ne faut pas monter le salaire des ministres à 5 millions? Comme ça, on est sûr d'être à l'abri des Au contraire, il faut diminuer, il faut ramener ceux qui sont en haut, il faut raboter au contraire. Regardez un pays comme la Côte d'Ivoire. Le salaire minimum, c'est 60 000 francs. Et un ministre a au minimum 5 millions de francs. Vous vous rendez compte? Au Kenya, par exemple, un député kenyan touche plus que le président des États-Unis d'Amérique. C'était 5 millions de francs. Ils ont voulu porter ça à 9 millions. Les gens sont sortis manifester. Ils ont suspendu ça. Je ne sais pas s'ils sont revenus là-dessus ou pas. Comment voulez-vous que nos pays se développent avec de tels écarts, avec de telles marges de rémunération et de niveau de vie? Alors, je posais la question sociale. Est-ce que quand on est ministre au Burkina, ce n'est pas plus difficile quand on est ministre en France, par exemple? Il y a des questions sociales, il faut contribuer à la scolarité de telle connaissance. Les questions sociales, M. Loukman, oui. c'est chacun qui se crée ces questions sociales, ça se gère. Ce n'est pas parce que vous êtes ministre que vous êtes obligé de payer les études de vos enfants au Canada, en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Actuellement, il y a toutes les filières pratiquement au Burkina Faso. Mais maintenant, si parce que vous êtes ministre, vous voulez, n'est-ce pas, que vos enfants aillent étudier au Canada. Oui, mais d'accord, mais dans la communauté aussi, la veuve et l'orphelin, il y a... Et puis, je vais vous dire une chose, M. Loukman. Il y a les parents du village. Les gens vous réclament en fonction de ce que vous leur présentez comme chose, comme personnalité. D'accord. Voilà. Si vous montrez que vous avez, les gens aussi vous réclamez. D'accord. Je voulais revenir sur deux éléments, en fait, du rapport. Ce que le rapport ne dit pas, c'est qu'il y a des ministres qui avaient déjà, comme fonctionnaires, un salaire supérieur à 1 million. Quand vous prenez les professeurs d'université, leur salaire est supérieur à 1 million au salaire actuel du ministre. Donc, vous voulez que dans cette configuration, on lui dise, tu avais déjà un salaire supérieur à 1 million, mais quand tu viens comme ministre là, il faut qu'on t'aligne à ce taux. Pour moi, il y a un faux débat ici, c'est pas vrai, ce n'est pas bon de le dire. Et voilà. Et puis, arrêtons de rêver. Non, ce n'est pas des gens à qui on demande du misérabilisme. Je viens comme ministre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un premier ministre qui a estimé que j'ai des compétences pour servir mon pays. C'est vrai que c'est une mission. On peut dire, oui, on peut mener tous les grands débats qu'on veut, mais c'est la réalité. Quand tu viens comme ministre, tu ne viens pas pour t'appauvrir. Mais attention. Et là, si vous décidez, si vous estimez que j'ai des compétences pour servir mon pays, mais vous devez tenir compte de tout cela. Et moi, l'autre débat qui consiste à vouloir forcément... Parce que là, quand on jette comme ça, on jette forcément les gens en pâture. On dit telle personne, tel ministre à 5 millions. Est-ce que vous pensez que c'est bien pour notre pays? C'est-à-dire que désormais, vous allez avoir des gens qui peuvent venir servir leur pays, mais pour ces contraintes-là, vont dire, bon, vraiment, comme on peut trouver... Lesquelles contraintes? Le fait qu'on ait l'information budgétaire, ça c'est une information je du ne parle budget. je ne parle pas de l'information budgétaire. Si on continue sur cette lancée, ça veut dire que, comme on connaît ici la République de Facebook, si la République de Facebook commence à imposer son salaire? Non, imposer le salaire des gens, c'est-à-dire qu'on va arriver à des moments où vous avez des Burkinabés qui ont des compétences pour venir servir leur pays, mais qui diront que sur la base des débats qu'on mène comme ça... Je ne crois pas que le problème soit de trop jeter en partout, d'effrayer les gens, mais la question ici, quand on prend un texte de loi, quand même, le texte il doit être respecté. Il y a un décret qui est là, qui fixe les salaires, et on retrouve des salaires qui sont 2-3 fois plus. Non, mais expliquez, c'est-à-dire que ce qu'on explique... Qu'est-ce qui explique ça? Ce qu'on n'explique pas dans ce rapport, c'est qu'il y a le texte de 2008, effectivement. Mais celui qui a un salaire de 5 millions là, il a un contrat avec l'État. Et c'est sur la base de ce contrat qu'il est payé. Ça veut dire qu'on ne sort pas l'argent de façon impunie comme ça et puis on lui donne. C'est sur la base d'un contrat. Et ce contrat aussi, il est quelque part encadré par l'État. C'est-à-dire que le texte là existe, mais il y a aussi des possibilités de contrat. Évariste Concevaux, oui. Est-ce que le décret prévoit que d'autres ministres soient, par exemple, il y ait des contrats avec le gouvernement? Vous savez très bien qu'il n'y a jamais il y a toujours des dérogations dans les textes. Même dans les lois, il y a des mesures où on peut toujours s'arranger. Donc ça c'est sûr, c'est clair. C'est pour cela que je demande, il aurait fallu qu'ils mettent en face
la base de paiement de ces ministres-là. Là, on aurait pu peut-être approfondir, mais moi, je suis sûr que certainement qu'il y a forcément une base juridique. Mais en fait, ce que je veux dire, moi, ce débat-là pose, c'est plutôt un problème, je ne sais pas moi, de morale, peut-être politique, en politique. Mais si vous remarquez, c'est depuis 2016 à 2020, nous sommes allés en campagne en 2020. Le salaire, la rémunération des ministres n'a jamais inquiété. Ça n'a pas été l'objet d'un débat au niveau donc des élections. Ça veut dire quoi? Est-ce que les électeurs en font un problème? Si c'est un débat aussi que les gens veulent qu'on ouvre sur la rémunération des dirigeants, des gouvernants, c'est un débat aussi qu'on peut poser. Oui. D'accord. Youssoufou? Oui, je veux dire simplement qu'on a quand même, le citoyen a quand même le droit de connaître quand même ce que prennent les dirigeants. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est l'information. Oui, mais nous dire que normalement, parce que... respecter les tests et appeler... Et tout ça, je pense que c'est la faute de l'État. Il aurait dû réviser le décret quand même pour être conforme à la pratique et la réalité. Là, ça allait nous éviter de tomber dans ces... On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous de la table. Et on a toujours remarqué qu'avec ces gens-là, ils n'ont jamais aimé respecter les textes. Et c'est ce qui est difficile avec ces gens. J'ai dit que même si le décret n'est pas respecté là, ces ministres qui sont payés le sont sur la base de contrats. Et donc, ce n'est pas parce que le texte n'est pas respecté que c'est totalement illégal. Mais parfait, c'est illégal. Le décret, c'est ce que le gouvernement a signé. Mais s'il y a des dérogations. Maintenant, les contrats, c'est individuel. Est-ce que dans le cas précis, est-ce qu'on est dans le cas où le gouvernement discute individuellement avec ses ministres de leur salaire, où il y a un texte qui fixe au plan national un salaire? C'est ça la question. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes du privé et que vous devez rejoindre par la fonction publique, il y a un contrat que vous allez signer avec la fonction publique. Et ce contrat, mais vous le négociez. Mais il a une base légale. Il a une base légale. Donc vous le négociez, mais il a une base légale. Donc, en même temps, on peut dire, certes, le décret, il doit être revu pour dire exactement quelles sont les contraintes et quelles sont les possibilités. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que ceux qui perçoivent le salaire au-delà de 1 million, là, c'est totalement sur une base qui n'existe pas. Il doit y avoir une base qui permette effectivement qu'il y ait des contrats. Quelques précisions. Il faut dire que révéler ici ce que touche tel ou tel ministre, ce n'est pas jeter quelqu'un en pâture. D'accord. Parce que quand on perçoit l'argent public, il y a l'obligation de transparence. La rémunération d'un fonctionnaire n'est pas secrète. Si tu ne veux pas qu'on sache quelle est ta rémunération, va dans le privé. À partir du moment où c'est l'argent public qui te paye, tout le monde a le droit de le savoir. Même actuellement, vous voyez dans les réseaux sociaux, on dit combien Emmanuel Macron gagne, combien l'ancien président François Hollande gagne, etc. Dès lors que l'argent public sort, il y a le devoir de transparence. Ça, c'est le premier point. Deuxième point que je veux dire, c'est qu'on ne devient pas ministre ici par compétence, mais par des intrigues. Tout le monde sait comment les sacrifices se font, à chaque changement de gouvernement, etc. Comment on rencontre, n'est-ce pas, des crânes de bœuf, etc. dans les carrefours. C'est par des intrigues qu'on devient ministre ici. Ce n'est pas par compétence. Si c'est les compétences, il y en a plein. Ça, je peux vous le dire. Donc, les gens deviennent ministres ici par des intrigues. Et tout le monde sait comment, n'est-ce pas, ils font les courses, n'est-ce pas, pour ne pas se faire éjecter. C'est quand même le choix d'un D'accord. Merci. Donc, ça, c'est ce qui était à dire. Voilà que vous m'avez troublé. Et que le troisième point là, je ne sais plus. D'accord, on va continuer. Dans tous les cas, on aura l'occasion. Comme il y a des appels qui vont certainement nous ramener au sujet, on pourra donc revenir. Maître a parlé, par exemple, sous la trouvaille de la Révolution, que les gens gardaient leur salaire, mais avaient d'autres avantages. Mais il y a eu une législature où les députés, par exemple, ils gardaient leur salaire, mais ils percevaient des indemnités quand ils siégeaient. Mais ça, ce n'était pas sous la Révolution. Sur ce gouvernement, sur ce premier mandat, on parlait beaucoup plus d'efforts de guerre. Regardez, M. Lukuman, il faut être clair. Sous les CMRPN, par exemple, avant la Révolution, les ministres n'avaient que 75 000 francs comme indemnité. Sous les CMRPN. Et tout était calculé. Le frais de téléphone, frais d'électricité, etc. Et ça a continué comme ça jusqu'à la Révolution. À la Révolution, tu gardes ton salaire. Est-ce que le pouvoir d'achat n'a pas évolué en temps? Oui, bon, mais ça a évolué sans doute. Les conditions de vie. Mais je vais vous dire, 75 000 francs sous le CMRPN, ça ne fait pas 1 million actuellement. Hein. Vous actualisez ça et sous le CNR, tu gardais ton traitement. Les seuls avantages que tu avais, c'était la prise en charge des frais d'électricité, de téléphone, d'eau. Et puis, mais ça, c'est normal. C'était la révolution. C'était la révolution. Donc, c'était une culture politique qu'on voulait donner. Mais c'est des choix patriotiques. Oui, mais c'était la révolution. Les révolutions sont d'ailleurs comme ça. Les disciples de Sankara,
c'est Maître Sankara, tout le monde le sait, qui a cherché le pouvoir. Non, Maître Sankara n'a je pas sais pas. travaillé sous Thomas Sankara. Mais ils font Mais partie. il faut être un Mais c'est un Sankariste, c'est un Oui, disciple. après Thomas Continuez Sankara. la Ils ont, pensée. ils ont n'a pas travaillé avec Thomas sollicité Sankara. le Il occupait pouvoir de pendant des fonction à années. l'époque. Non, mais je veux dire que c'est des choix politiques. Et ça, il appartient aux Burkinabés de choisir d'être gérés de façon révolutionnaire. Or, je me rends compte qu'il y a des partis révolutionnaires qui ont tenté pendant des décennies et ils n'ont jamais eu le suffrage. Merci à vous. On continue pour parler d'une autre situation aussi, on va dire aussi dramatique, parce qu'il est question d'élection. On doit choisir les représentants, on doit choisir les gens qui vont faire, les institutions vont se renouveler. Mais là, quand il y a la corruption, par exemple, électorale, ça pose problème. Et le RENLAC a sorti un rapport qui identifie 439 pratiques de corruption lors donc, de ces échéances-là, de manière détaillée. 43% des cas sont des distributions d'argent, 16% des distributions de carburant, 14% des partages de t-shirts, 14% pour les dons en nature, 5% utilisation de biens de l'État et autres formes de corruption qui reprennent 8%. Alors dans ça, la distribution d'argent reprend 60% des cas de corruption électorale. Le MPP vient en tête avec 46,9%, suivi du CDP, de l'UPC, du RPI, du Mouvement Agir Ensemble et du NTD qui eux font 10%, 10,3%, 7,3%, 5,5%, 2 fois 5,5% et 3,2%. Alors, Youssoufou? Mais ce rapport du RENLAC encore vient confirmer qu'au Burkina, tout s'achète. L'argent constitue le principal, sinon le seul matériau qui disposent nos politiciens. C'est une réalité. Et quand on prend l'embryon rachitique de l'idéologie politique, c'est les politiciens burkinabés, c'est la base, c'est la pauvreté et la misère de nos populations qu'ils utilisent. Ce qui signifie que l'argent est au commencement et à la fin de l'action et de la pensée de l'homme politique au Burkina. Donc c'est une triste réalité. Et si on va continuer... Est-ce que c'est l'homme politique qui est en faute, Oui, ou ce sont les populations qui demandent plutôt de Mais l'argent l'homme contre les partis? politique se base sur quoi pour faire ça? C'est parce qu'il sait que la population à un certain niveau a besoin de ça et de ça pour faire ça. Alors, est-ce que l'homme politique, non, on ne va pas trop dramatiser l'homme politique, est-ce que l'homme politique qui cherche des voix ne donne pas ce que ceux qui donnent les voix ont besoin? C'est-à-dire que les populations n'ont pas besoin de discours, n'ont pas besoin de programmes, ont besoin d'argent pour s'occuper de leurs problèmes. C'est ce qu'il faut pour un leur donner. politicien qui a un idéal, doit-on continuer ce genre de pratique? Utiliser l'argent pour se faire élire? Donc c'est mieux de ne pas dire qu'on a un programme ou un projet de société. Quand on parle de projet de société, c'est pour tirer quand même un peuple vers un idéal, un minimum de vie. Et si on va utiliser de l'argent pour se faire élire, quand même, c'est même qui nous représentent, ça veut dire que nos dirigeants, en les regardant, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que c'est des dirigeants d'argent. Et c'est l'argent qui les a amenés là où il n'y a pas d'idéal en les regardant. Et c'est ces mêmes gens-là qui vont souvent peut-être nous dire qu'ils sont des donneurs en leçon, qui veulent nous amener où? Si tout se base sur l'argent. Et c'est ça le problème. Donc pour moi, ce que le RENLAC dit, le RENLAC vient confirmer une réalité qui est quand même triste, mais qui est là. Parfait, Silga. Le fait que l'argent soit utilisé, est-ce qu'il y a vraiment un problème en termes de légitimité des dirigeants ou des institutions politiques? Bon, j'ai lu le rapport du RENLAC. Pour moi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis que nous sommes entrés en démocratie, et ce n'est pas seulement sous nos tropiques que l'argent était un déterminant, ou j'allais dire le principal déterminant. Mais il faut distinguer deux choses. Il y a effectivement ce que le RENLAC a dénoncé, c'est-à-dire la distribution d'argent, la corruption électorale. Mais l'argent, dans tout projet politique, est important. C'est une donnée essentielle. Parce que quand vous voulez avoir un appareil politique, quand vous voulez installer des structures géographiques, horizontales, verticales, vous avez besoin de mobiliser de la logistique pour aller mettre en place vos structures. Vous avez aussi besoin d'avoir de la logistique pour aller au plus profond, au plus petit village. Parfait, là, ce n'est pas la corruption. Quand on parle de la corruption ici, c'est indu. C'est là les questions. On achète les voix des gens. C'est-à-dire la nuit, on vient avec des enveloppes, notamment, on donne à des gens pour les détourner vers un parti ou vers un candidat. C'est ça la question. Ce n'est pas ce qu'on dépense comme frais pour le fonctionnement de sa campagne. Vous savez que tout est lié. Vous savez que tout est lié. Je disais que l'argent est une donnée
principale, une donnée essentielle dans le fonctionnement des partis politiques. Et donc, que ce soit pour installer les structures ou que ce soit pour gagner une élection, c'est important. Et pour vous dire une chose, on a souvent l'impression que ce sont les hommes politiques mais qui proposent l'argent. Non, ce ne sont pas les hommes politiques qui proposent l'argent. C'est nous, c'est les Burkinabés. C'est les Burkinabés eux-mêmes qui veulent de l'argent. Parce que nous sommes dans un contexte où la période électorale, c'est une période de traite. C'est-à-dire que c'est pendant cette période-là que tout se joue, que tous les deals se jouent. Donc, que toutes les ressources vont venir, que ce soit des politiciens, et toutes les idées vont venir des populations. Donc, quand on dit, oui, c'est cette donnée qui se dit, non, ce sont les populations aussi qui disent, ben, nous avons besoin de ci. Mais il n'y a pas de corrupteurs, il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs. Nous sommes tous. On peut dédouaner une personne contre l'autre. Non, on ne peut pas dédouaner une personne. Ni les politiciens, ni les populations. Nous sommes tous dans un sac de charbon noir et personne n'en sortira blanc. Ça, il faut le dire clairement. On ne va pas ici dire c'est tel parti, c'est tel parti, c'est tel parti. Ça, c'est ce qu'on voit. Mais et nous, les populations? Justement, donc, moi, la on question revient c'est ça. au débat de la poule et puis de l'œuf. Est-ce que, justement, la question était, est-ce que nos dirigeants élus sont légitimes quand ils achètent des voix et ils font de la corruption? Parce que là-bas, la corruption, déjà, est une infraction. Est-ce que quand on est élu sur cette base-là, on est légitime? Vous parlez de Est-ce que c'est réellement la volonté des populations qui est exprimée dans ces C'est les populations qui estiment que ça leur convient qu'un candidat vienne et leur propose des choses. C'est nous-mêmes, les Burkinabés, qui réclamons ça aux politiciens. Et après, on dit non, on nous a acheté avec ça, ils ne sont pas légitimes. Non. Il faut d'abord que nous puissions dire, nous voulons des idées. Mais ce n'est pas ce que les Burkinabés veulent. Les Burkinabés ne veulent pas des idées, ils veulent ceux qui ont le cash. C'est ça qui est la réalité. Évariste, est-ce que c'est une raison? Si les populations veulent le cash, est-ce que c'est une raison pour les politiques, eux, qui sont censés être ceux qui vont diriger la société, qui doivent orienter la société des valeurs, est-ce que pour autant, ils doivent aller acheter le suffrage? D'abord, moi, bon, c'est vrai que je l'ai lu, mais moi, ce qui m'intrigue, moi, je ne vais pas venir cautionner ou affirmer des choses que je n'ai pas vues, dont je n'ai pas la preuve. Le RENLAC, c'est quand même une structure très respectable. Maintenant, ils citent même les statistiques, la base, le fondement de leurs enquêtes, avec des témoins. Quand vous avez des témoins, il y a beaucoup de juristes dans le RENLAC. Et on sait que la loi au Burkina interdit la fraude et la corruption électorale. Il y a une loi qui encadre tout ça. Mais qu'est-ce qui vous attend? Il faut saisir la justice. Ça va faire un cas d'école et ça va dissuader. Mais tant qu'on va rester dans les déclarations, dans les conférences de presse pour impressionner, rien ne va bouger. Quelque part aussi, il faut faire bouger. Alors, est-ce que le RENLAC ne mise pas plus sur, j'allais dire, l'action de culture? Mais c'est la justice qui peut, en sanctionnant. De civisme. Non, mais comment est-ce qu'on obtient ça? Mais pour faire un cas d'école, il faut avoir un cas concret, aller en justice. Quand on va sanctionner tel ou tel politicien pour avoir acheté, pour avoir donné, mais ça va décourager les autres et ça va enseigner aussi. Mais si on ne fait rien, on est assis, et on dit, voilà, on donne des pourcentages. Mais est-ce que ça, ce n'est pas le rôle par la justice sans saisir? Il y a un rapport qui est là qui dit des choses. Peut saisir la justice. Le RENLAC peut. Tout comme la justice peut s'auto-saisir aussi, non? Bon, oui, mais si la justice n'a pas de preuves, c'est elle qui dit c'est le RENLAC qui dit qu'il a des preuves, puisque c'est des témoins, ils ont des témoins. D'accord. Maître? Je pense que ce rapport du RENLAC là est très significatif. Parce que si vous avez remarqué, à l'issue des élections, il y a des partis qui étaient à l'époque à l'opposition, dont certains ont rejoint la majorité. Et certains sont restés dans l'opposition, qui sont sortis dire que voilà, il y a eu achat de votes, que le MPP a dépensé de l'argent. Vous avez vu que tous les partis sont concernés. Tous, sans exception. En tout cas, les têtes d'affiche, MPP, c'est-à-dire, non, M. Loukman, NTD, Agir Ensemble, tous les partis, sauf l'ADF, RDA, sauf l'Union PS. Non, même l'ADF, RDA est mentionné. Même l'ADF, RDA est mentionné. Même les partis des soleils levants, etc., les soleils couchants, là, sont concernés. Seulement, M. Loukman, la seule différence, c'était les moyens. Ils n'avaient pas les mêmes moyens. Sinon, tous sont d'accord qu'il faut passer par la corruption. Et tous utilisent la corruption pour y arriver. Oui. Maintenant, si celui qui a plus de moyens pour corrompre arrive, mais pourquoi vous voulez contester? Si vous avez eu autant de moyens, vous auriez fait pareil. Oui. Voilà.
Donc, en fait, ce qui nous montre ici, c'est que tous les partis politiques au Burkina Faso sont d'avis qu'il faut passer par l'argent et la corruption pour gagner la voix des électeurs. Justement, la question, c'est ça. Est-ce qu'on inverse cette tendance-là? Parce que le rapport voudrait qu'on s'oriente vers des valeurs. Oui, mais ça, ce sont des valeurs démocratiques? Comment on va renverser? Consevo vient de dire ici que les sankaristes, on ne les sent pas dans les élections. Mais les sankaristes refusent justement de faire jouer l'argent pour avoir les votes des gens. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été plébiscités dans les élections. Ça, c'est un. Deuxièmement, Consevo a dit que... Les sankaristes, ils sont pauvres ou ils sont pauvres. Ils n'étaient pas venus au pouvoir pour s'enrichir. Ils étaient venus par des convictions. Donc, ils ne se sont pas accaparés des butins de l'État. Donc, ils vont faire la campagne avec quoi? Et même s'ils en avaient, ils le refusent. Nous avons fait un colloque il n'y a pas longtemps sur ça. Là. Ils le refusent. Ils refusent d'utiliser de l'argent pour avoir la conviction des gens. Voilà c'est pourquoi ils n'ont jamais été plébiscités. Ensuite, Consevo a dit qu'il revient au Rhin-Lac de saisir la justice. Ce n'est pas possible. On ne peut pas saisir la justice sur cette base. Vous savez que la justice, c'est sur la base de preuves. Maintenant, si vous dites qu'il y a des témoins, et si vous citez en justice, mais celui qui a reçu l'argent peut venir dire qu'il n'a pas reçu l'argent. Comment vous allez prouver qu'il a reçu l'argent? C'est ça. Donc, il aurait fallu d'abord qu'il y ait un constat d'huissier qui témoigne qu'effectivement, telle somme a été versée à tel autre. Voilà. Mais en dehors de ça... Mais puisque c'est de l'argent qui se distribue notamment. Mais oui, vous pouvez voir, mais vous ne pouvez pas porter cette affaire en justice parce que la preuve va vous manquer. C'est ça le problème. La justice, c'est sur pièce. La personne qui a reçu, vous l'avez vu recevoir, mais vous ne pouvez pas témoigner sur écrit qu'il a reçu. Il va venir dire qu'il n'a pas reçu. Maître, on a quand même... Par rapport à cette campagne électorale, on a vu des images vidéo, on a même reçu où ces personnes étaient qui prenaient d'acheter des cartes avec de l'argent qu'on voyait. Quand même, c'est des éléments... Dans ce cas, effectivement, dans ce cas, on peut l'utiliser sans oublier que les images vidéo ne sont pas une preuve irréfutable en droit. Voilà. Donc c'est un problème de jurisprudence. C'est la raison pour laquelle, même si vous avez remarqué, par exemple, l'affaire du procès de choses là, contre Bassolé et puis Soro, c'était sur la base d'écoute téléphonique. Là. Voilà. En droit, c'est difficile. D'accord. Voilà, je veux dire qu'en fait, quand même, on ne peut pas... Il y a eu le cas de Ziari, là où on avait pris des éléments d'un parti, mais la justice a été saisie et je pense que la justice s'est prononcée. Il y a eu un jugement, il y a eu des condamnations, les gens sont allés purger leur peine. Donc, bon, ça veut dire que on revient toujours au débat. Donc, il n'y a pas de preuve pour moi. Moi, je ne peux pas me prononcer sur des La question, vous n'avez pas peut-être répondu à la question, c'est de dire, est-ce que quand les dirigeants sont élus sur la base de corruption électorale, ces dirigeants sont légitimes? Est-ce que ces institutions politiques sont légitimes? C'est un deal, en fait. C'est un contrat. Parce que les électeurs votent pourquoi? Si les électeurs refusent de voter sur la base des projets et optent pour voter sur la base de ce qu'on leur donne, mais la légitimité, là, c'est quoi maintenant? On n'a pas contraint les gens à aller les voter. Mais on a acheté. C'est une contrainte. Ils avaient la possibilité de ne pas voter. Non, aucune contrainte. Prendre de l'argent et voter à gauche au lieu de voter à droite. Il y a des gens aussi qui ont pris de l'argent et puis qui n'ont pas voté la personne qui... Mais le paradoxe dans notre pays est que ceux-là qui crient là, les abstentionnistes, ils sont combien? Ils pourraient faire basculer le jeu, mais il y a beaucoup d'abstentionnistes qui ne rentrent pas dans le jeu. Ils souffrent. Moi, je me dis que si réellement, avec ces politiciens-là, si on va continuer à faire la politique au rétroviseur, c'est-à-dire faire comprendre aux gens qu'avec la politique, on peut changer de statut, genre quitter, par exemple, avec une moto vers une voiture, ça va être difficile. Ça va être difficile d'inculquer ce genre de valeurs-là. Et c'est difficile avec ces politiciens parce que le moyen le plus facile, ils se basent peut-être sur la pauvreté des gens, sur la misère. Et ils savent que c'est l'argent qu'on veut, comme a dit M. Siliga. Donc c'est normal qu'ils arrivent. Je vais vous poser une question très rapidement parce que l'on n'est plus par le temps. Qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire? Parce qu'on doit être d'accord que ce n'est pas la meilleure solution de corrompre les gens, d'acheter des voix. Parce que ça biaise le jeu électoral, ça biaise le jeu démocratique. Même si les populations sont pauvres et qu'elles imposent ce modèle-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de façon assez robuste pour que cela s'arrête? Très rapidement, un mot pour chacun. Non, d'abord, vous avez demandé si des gens élus sur cette base-là sont légitimes ou pas. La légitimité, c'est quoi? C'est la confiance. Or, il se trouve que les gens ont confiance en ces gens-là qui viennent avec l'argent. Donc, ils sont légitimes. La légitimité, c'est la confiance. Il n'y a pas de contrainte quelque part. Il n'y a pas de contrainte. On ne suit pas les gens dans les urnes pour leur dire mettez le bulletin. Donc, ils sont tout à fait légitimes. Maintenant, pour répondre à votre question, je vais vous dire une chose. Non, ce qui est sûr, M. Doukoumane, c'est une question de temps.
Nous, quand j'étais à l'école des avocats il y a une trentaine d'années, on savait qu'il y aurait des troubles en Grèce. Parce qu'on avait vu comment le système fonctionnait, système de corruption, etc. Mais on ne savait pas quand. Vous avez vu que c'est arrivé, avec Alexis Tsipras qui est... Voilà. Au Liban, vous avez vu ce qui se passe au Liban actuellement. En Argentine, vous avez vu ce qui était passé. C'est un système qui, un jour ou l'autre, va atteindre ses limites. Et là, ce serait l'explosion sociale. Malheureusement, ce n'est pas ceux qui provoquent ces crises-là, qui vont subir les conséquences de crise. Sinon, il y aura un temps où il y a une limite et ça va se... Non, ça va se... vous voyez, quand vous regardez, je parlais toujours de cette figure de la poule et de l'œuf. On ne peut pas ici dire ce sont les dirigeants, ce sont les hommes politiques. Ils sont tous, ce sont les mêmes méthodes. Oui, on est d'accord là-dessus. Okay. Il y a la corruption, c'est un fait. On ne peut pas dire aussi que c'est les populations. Donc, tout le monde est conscient. Et tout le monde pratique la même chose. C'est-à-dire qu'on a tous aujourd'hui les mêmes valeurs par rapport à l'élection. Quand on arrive à une élection, ce n'est pas la personne qui a le plus beau projet qu'on va voter. Oui, mais ça, c'est quand même... Le déterminant du vote, là, ce n'est pas le projet, c'est d'autres choses. Ce n'est pas une perversion de la politique, parce mais que oui, la politique, ce sont les cités. Et c'est une concurrence, d'ailleurs, qui doit être concurrence loyale et non déloyale, comme ça se fait. On a parlé de l'argent, mais il y a autre chose dont on ne parle pas. C'est qu'il y a des gens aussi qui votent parce que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon cousin. Il a fait un forage dans mon village, il a fait un CSPS, ou bien il participe régulièrement aux activités sociales de mon village. Mais ça, c'est normal, ce n'est pas la politique normale de faire un forage pour la population et en retour d'avoir leur voix. C'est pour dire qu'en plus de l'argent, il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Pour dire une chose, le jour où on votera effectivement un projet de loi, je pense que il faut encore chercher. D'accord. Très rapidement, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour c'est une perversion quand même. Cette classe politique-là, je ne pense pas qu'on pourra renverser la tendance parce que, après, comme Maître l'a dit, après qu'ils aient tous présenté les reliques de la révolution de 1984, ils n'ont plus de nouveau à nous proposer. C'est le quotidien des Burkinabés qui ne font que gérer. Donc, si c'est avec même cette classe politique-là, je pense que ça va être difficile de renverser la tendance. Oui, mais les Burkinabés, eux-mêmes, ils pourraient changer aussi. Oui, mais justement, le Burkinabé se réfère à des valeurs. Et à ces valeurs-là, qui doivent être les précurseurs de ces valeurs, ça peut être nos dirigeants. Et si nos dirigeants nous conduisent dans cette même difficulté-là, c'est que c'est difficile. Moi, je n'ai pas la même lecture parce que je trouve pas que les politiciens soient sur Mars et les populations sur la Terre. Ils viennent d'où? Ils vivent tous ensemble. Ils ne sont pas sortis de la cuisse de Jupiter. Donc, c'est un modèle qui est né et qui s'est développé sur la base de nos réalités, de nos pratiques. Maintenant, comment on change ces réalités-là? Ça, c'est une bonne question. Il faut réfléchir à ça. Alors, merci à tous. On va accélérer au niveau donc, de nos sujets, parler du bureau de l'Assemblée nationale, le nouveau bureau qui est installé. Il n'y a pas de grande surprise. Et le premier vice-président. Bon. Maintenant aussi, on en parlait d'ailleurs, le règlement intérieur a totalement annulé comment on va dire, la préséance. On ne sait pas trop pourquoi, peut-être si quelqu'un a une explication. Donc, Nestor Bassière, donc, du Rassemblement pour la démocratie et la justice, Bouni Nian du MPP, Abdoulaye Mossé MPP, Sanou Boubacar CDP, Zanré Alfred UPC. On a donc 5 vice-présidents. Et maintenant, on ne dit plus premier vice-président, deuxième vice-président. Semble-t-il que pour éviter certains couacs protocolaires. Quelqu'un a bien compris ça? Parfait. Je me suis renseigné. Effectivement, ça fait partie du nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et il semble que souvent à l'étranger, quand certains vice-présidents représentaient le Burkina, ou en tout cas le président de l'Assemblée nationale, il y avait certains problèmes protocolaires. Par exemple, imaginez qu'on envoie le 6e vice-président de l'Assemblée nationale représenter l'Assemblée nationale dans un pays. Certains pays estimaient que c'était comme dégradant pour certaines cérémonies qu'on envoie un 6e ou un 5e vice-président représenter. Donc là, aujourd'hui, on parle plus de... Il n'y a plus de préséance, il n'y a plus de premier, deuxième ou troisième. Maintenant, c'est vice-président. Et effectivement, la pratique aussi existe comme telle dans certains pays. Alors, mais politiquement, qu'est-ce que ça donne comme réalité? Parce que, par exemple, je prends monsieur Boni, je prends pas monsieur Sanou Boubacar qui est du CDP, qui est à l'opposition, qui est au même titre que monsieur Abdoulaye Mossé.
premier vice-président, si on veut. Tout le monde est premier vice-président. Non, que ça veut dire. il n'y a plus de premier vice-président. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que politiquement, Oui. M. Sanou Boubacar, qui est du CDP, parce que par le passé, c'est en fonction donc, des enjeux ou des forces politiques qu'on faisait la préséance. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de préséance. Donc, M. Sanou Boubacar est aussi premier vice-président. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que dans la question, dans la distribution du jeu politique, est-ce que ça convient? Non, moi je ne trouve aucun problème à cela. Je trouve qu'ils sont tous vice-présidents et il n'y a aucun problème. Mais je pense qu'il faut plutôt retenir que la tradition a été plutôt respectée en fait, à l'Assemblée nationale. Oui. Parce que généralement, dans la formation du bureau de l'Assemblée nationale, toutes les sensibilités politiques là sont représentées. Donc quand vous regardez, en tout cas, tous les groupes parlementaires formés, enfin presque tous sont représentés. Et toutes les sensibilités politiques, c'est-à-dire que ce soit de la majorité et de l'opposition, sont respectées. Et je pense que pour moi, c'est effectivement la chose la plus importante, que effectivement cette tradition de dialogue, cette tradition de consensus-là ait été perpétuée, en tout cas au travers de ce nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Évariste Monsebo, analyse de ce bureau et puis également de la question protocolaire. La question que vous avez posée est très pertinente, mais au fond, quand on réfléchit, c'est peut-être, selon ce que Parfait dit, c'est une question d'ordre protocolaire. Mais sinon, ce que je sais, par exemple, en France, c'est qu'il y a des commissions spéciales et en principe, chaque vice-président est responsable d'une commission. Bon, mais en fait, il faut retenir que tous ces vice-présidents-là suppléent le président. À l'absence du président, ils peuvent aller avoir les mêmes attributions. De ce point de vue, peut-être le changement, c'est un changement technique pour peut-être leur permettre d'être plus efficaces. Mais la grande nouvelle, c'est de voir l'entrée du CDP, qui fait partie de l'opposition. Donc l'opposition fait partie du bureau de l'Assemblée. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en regardant, moi, c'est les commissions spéciales qui m'ont un peu intéressé. Et j'ai vu que le CDP préside quand même une des commissions, et pas les moindres, la jeunesse, l'éducation, l'emploi et la culture. C'est le député Yaya qui pense Yaya Zoungrana. Et ça, c'est très bien, je trouve. Parce que le travail, les commissions sont les outils de travail de l'Assemblée. C'est là-bas qu'ils peuvent influencer, voilà, faire travailler, faire prendre des projets de là, faire encadrer, faire créer des emplois. Et ça, c'est très bien que le CDP... Alors, est-ce que quand on regarde les vice-présidences où il n'y a plus d'ordre de vice-présidence, que ça ne confère pas une marge de manœuvre au président, ça n'augmente pas le pouvoir du président de l'Assemblée de choisir à la tête du client qui il veut et qui ne veut pas, etc. Est-ce que c'est... Ça, c'est très futé, ça, ce que vous avez vu. Effectivement, là, on n'est plus obligé. Vous avez bien, on n'est plus obligé de suivre, respecter l'ordre. À partir de ce moment, tout est possible. Mais je pense que, connaissant très bien le président Sakandé, c'est quelqu'un qui sait bien manager les hommes. Je veux dire, est-ce que ça ne lui donne pas plus la latitude de ne pas être coincé, de pouvoir faire quelque chose qui corresponde? Si, mais même avant, je pense que... Mais tout est une question de management, je pense. Ouais. Moi, je pense que cette manière de faire la donne plus une large manœuvre au président de l'Assemblée nationale. Hein. Et quand on enlève ça, ça veut dire qu'il a quand même un boulevard devant lui. Et moi, à mon avis, ça me permet de dire que c'est difficile pour moi d'attendre des choses de cette Assemblée. Parce que il y a des choses qui ne se disent pas. Parce que quand on essaie de demander pourquoi ça a été fait, il y a d'autres qui nous donnent comme réponse que c'est un consensus. Or, souvent aussi, on sait que trop de consensus dit la démocratie. On ne va pas passer tout notre temps à parler de consensus pour ne pas réellement poser les vrais problèmes. On ne peut pas permettre dans une assemblée quand même qu'on ne sait pas qui doit peut-être suppléer le président dans telle situation, Il a la large latitude et dit, bon, toi, vas-y me représenter par là parce que avec cette situation, je pense... Justement, je suis curieux de savoir comment l'intérim se fait à l'Assemblée. Justement, c'est ça. Comment l'intérim est encadré à l'Assemblée. Une large manœuvre. Ce jour, on était là-bas et si le vice-président dit secrétaire parlementaire et puis dit que quand on demande pourquoi il n'y a pas, que c'est en fonction du règlement, on dit, mais certes qu'il y a le règlement, pourquoi avoir supprimé, que c'est un consensus. Or, trop de consensus aussi, peut-être souvent, tue la démocratie. On l'a vu dans d'autres pays, c'est que ça a donné. Je voulais juste préciser que le choix du vice-président pour le suppléer là est encadré par le texte. Et qu'est-ce que le texte dit concrètement? Non, je n'ai pas le texte, mais je me suis renseigné. C'est encadré, ça veut dire qu'il ne peut pas toujours choisir quelqu'un pour le suppléer, toujours la même personne ou toujours ses amis. Non, tout est encadré.
par le texte de loi, par le texte qui Le règlement régit intérieur. le règlement intérieur du bureau. D'accord. Oui. Maître? Ouais, bon, d'abord, il faut dire une chose. Vous avez posé une question. Est-ce que, puisque tout le monde est devenu vice-président, ils n'ont pas le même poids, hein? Parce que leur poids réel dépend du poids de leur parti. Vous savez, il y a plein d'ambassadeurs ici au Burkina Faso, mais il y a ambassadeurs et ambassadeurs. Voilà. Donc, il y a vice-président et vice-président. Si ton parti n'a eu que 3 députés, et puis malgré tout tu es vice-président, tu ne peux pas avoir les mêmes prétentions qu'un parti qui compte 55 députés. 55 députés. Donc c'est pour vous dire, c'est-à-dire qu'il y a vice-président et vice-président. Vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis du protocole, d'accord, c'est satisfait, mais entre eux, ils savent qui est qui. Ils se connaissent. Ensuite, deuxièmement, il faut dire qu'effectivement, le fait d'avoir supprimé les dénominés premier, deuxième, etc., ça renforce le pouvoir du président Sakandé. Et ça peut même encourager l'arbinisme. Par exemple, il peut débaucher le vice-président CDP, par exemple, en lui faisant, n'est-ce pas, des yeux doux, en lui faisant de telle sorte que le gars peut se sentir plus proche même de Sakandé que de son parti, le CDP. Et à l'issue d'un congrès, vous allez voir des lettres de démission pleuvoir. Donc, ça lui permet beaucoup de marge de manœuvre vis-à-vis de ces vice-présidents-là, il peut même décider, par exemple, de marginaliser les vice-présidents MPP, qui sont déjà considérés comme acquis, et puis, bien au contraire, entourer maintenant de tous les soins possibles les vice-présidents des autres partis, et pour les avoir dans son escarcelle après, avec tout ce qui suit. C'est politique. Le management est plus facile. Voilà, mais c'est des hommes politiques, vous savez, là. Et les hommes politiques sont mettre dans l'art de manager des hommes. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour le président Sakandé. Okay. Merci à vous. On termine avec la suspension des dossiers, du traitement des dossiers des opérations immobilières. C'est un communiqué du ministre de l'Urbanisme. Et ça tombe dans un contexte où il y a des maires d'arrondissement, notamment à Bobo, et puis à l'Est également, qui sont donc mis en tout cas, qui sont entre les mains de la justice pour des questions justement de parcelles. Alors, oui. Je pense qu'à travers ce communiqué, le nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat veut voir un peu plus clair dans certains dossiers. Parce que c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de choses à revoir et à prendre avec précaution. Parce que cette question au Burkina est très délicate. Ça me rappelle le 14 mai 2019, son prédécesseur avait dit qu'il n'a délivré aucune autorisation de lotir à une société quelconque. Mais sur le terrain, ce n'est pas ce qui se pratique. Il y a toujours dans des zones des maires s'adonnent à certaines pratiques. On a vu le cas très récemment à Samba, la population est rentrée en ébullition et on voit ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est intéressant pour lui de revoir certaines choses pour recadrer, afin encore d'éviter à notre pays une énième crise. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui... Les opérations immobilières... La question est très délicate. Quand on se pose la question, pourquoi les opérations immobilières, pourquoi pas étendre à toutes les opérations foncières. Peut-être qu'il veut comprendre beaucoup de choses d'abord avant d'agir. Donc c'est plus prudent pour lui de prendre un peu de recul par rapport à cette question. Parce que on remarque que dans beaucoup de zones au Burkina, les sociétés immobilières sont devenues très puissantes. Et défient même souvent l'autorité de l'État. Ça, c'est pas moi qui le dis, la réalité est sur le terrain. D'accord. Évariste Concebo, est-ce que là, quand on suspend le traitement des dossiers, ça voudrait dire que quelque part, sans le dire, on le dit sans le dire ou on le fait sans le faire, c'est-à-dire qu'on suspend les opérations immobilières parce qu'il ne pourra plus en avoir s'il faut d'abord passer par des dossiers. Ça me fait sourire. Quand j'ai vu ça, bon, je me suis dit, waouh, après j'ai lu, j'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce que ça va régler comme problème dans le fond? Parce que vous savez très bien que c'est une chaîne, la gestion de tout ce qui est foncier au Burkina, c'est une chaîne d'acteurs. Mais là, il suspend le traitement des dossiers au niveau de son ministère. C'est très symbolique pour la personne qu'il est, sankariste. Ça va tout à fait à son honneur. Sauf que là, dans ce schéma-là, vous avez par exemple le ministère de l'administration territoriale. Moi, j'aurais vu peut-être une circulaire conjointe signée avec, par exemple, le ministère de l'administration territoriale, parce que c'est les maires qui donnent des délibérations. Ils délibèrent, les maires délibèrent. Ensuite, les titres fonciers, c'est le ministère des Finances qui donne les titres fonciers. Mais que lui, tout seul, dans son ministère, il suspend. Moi, j'aimerais bien voir comment ça va arrêter la chaîne. C'est la réflexion que ça m'a poussé. Ouais. Maître, vous voulez dire quelque chose? On va passer à Maître. Non, je voulais vous dire une chose. Il faut savoir que le ministre est une fonction politique à exécution technique. On vous nomme politiquement, mais votre mission est simplement technique.
la vraie décision reviendra au président du Faso. Vous avez vu, par exemple, en France, n'est-ce pas, chose là, Chevènement. Chevènement avait dit qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Ici, au Burkina Faso, vous avez vu, par exemple, la ministre Sori qui a fini par partir parce qu'elle prenait des décisions qui n'étaient pas avalisées par le politique. Et il y a plein de cas comme ça. C'est-à-dire que si vous prenez une décision et qu'après le politique ne l'avalise pas, mais ça, vous avez vu par exemple la mise à plat des rémunérations qui se bloquent parce que le ministre ne s'est pas senti soutenu par le président. Donc maintenant, il ne s'intéresse plus au dossier. Donc tu peux être ministre, avoir une vision, etc. Mais si le chef de l'État ne donne pas son aval, mais ça va rester dans les tiroirs. Mais la question ici, avec les opérations immobilières, Youssouf le disait, les sociétés immobilières sont devenues vraiment beaucoup plus de problèmes. Oui, c'est ce que je veux vous dire. Je n'ai pas envie ici de voir mieux clair dans Je veux vous dire, il ne peut pas voir clair si le président du Faso ne le lui permet pas. Si le président du Faso ne lui donne pas les lunettes nécessaires pour voir clair, il aura beau chercher, il ne verra pas. Parce que si, par exemple, ces sociétés immobilières-là ont des tentacules qui s'étendent jusqu'à Kosiam, et que Kosiam n'a pas intérêt à ce que le ministre de l'urbanisme démantèle ces tentacules-là, il va finir par céder. Mais il y a des problèmes qui sont visibles. Est-ce que le COSIAM va admettre les problèmes qui se font par exemple à Saba? C'est les populations qui se suivent. C'est une question d'intérêt. Le président du MPP hier au bureau politique national a dit c'est une déclaration. Il a dit clairement que peu importe le statut de la personne, si vous êtes épinglé, vous allez répondre. Si c'est avéré, si les fautes sont avérées, oui, tout à fait. À quel moment on va considérer que c'est avéré? Voilà, c'est une appréciation encore politique. Donc c'est pour vous dire que ce sont des déclarations, mais la finalité, c'est une question d'intérêt. Si ça va toucher les intérêts fondamentaux du système-là, on va mettre le haut là. Non, moi, je suis d'accord avec Evaïs parce que au-delà de son ministère, je pense qu'il y a d'autres ministères qui sont impliqués. Donc, il faut qu'il y ait, une coordination des énergies pour qu'on puisse voir quelles affaires. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a d'autres pratiques qui n'ont pas besoin de dossier. C'est-à-dire, lui, il dit suspension de tous les dossiers. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de dossier. Qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent. C'est qui, par exemple? Mais des gens sur le terrain qui ont des sociétés immobilières, ils arrivent sur le terrain, ils négocient avec les propriétaires terriens, ils achètent des terres et ils commencent à parceller. Mais quand vous achetez une parcelle comme ça, vous n'avez aucun papier. Mais vous faites des investissements là-dessus. Et puis vous continuez. Mais ça, c'est un problème. Mais quand vous achetez, c'est une bombe. Mais aujourd'hui, là, c'est une bombe. Mais cette pratique-là, il n'y a aucun dossier là-dessus. D'accord. En fait, tout le monde a parlé un peu de dévoiement des sociétés immobilières. Parce que à l'origine, ça devrait être quelque chose de vertueux pour permettre aux Burkinabés d'accéder. Mais bon, c'est le contexte. En fait, le débat était technique. On a biaisé les choses. Techniquement, il aurait fallu prendre non, mais les cahiers des charges existent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les sociétés, on n'a pas... je prends par exemple sur le plan financier ou même fiscal. Il aurait fallu adapter la fiscalité, même la finance. Parce que les taux d'intérêt sont en Europe ou bien ailleurs, dans les pays où on a quand même fait la promotion, au Maroc, en Asie, vous avez des taux d'intérêt très très bas. Ici, les sociétés immobilières, mais ils n'ont pas de spécificité. Ils vont dépendre des taux au même titre que celui qui va faire de l'achat-revente, que le commerçant, pour construire. La rentabilité dans l'immobilier est de longue durée. Donc vous voyez, c'est ce qui fait qu'ils sont obligés maintenant de vendre, de parceller, pour avoir la liquidité et pouvoir... Donc je pense que c'est les bases même dans la création. Le verre était déjà même dans le fruit, et on a voulu faire en fait des sociétés qui vendent des parcelles plutôt que des sociétés qui construisent, c'est ça. Voilà, il n'y a pas eu d'encadrement qui a suivi. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la réalité. Mais je veux dire que là, si on parle de dossiers, ceux qui ont effectivement des dossiers dans le circuit vont être bloqués. Mais tous ceux qui n'ont pas de dossier, qui ne veulent même pas avoir de dossier, c'est-à-dire pour eux, l'affaire là, le deal là, va continuer. Le deal là, c'est parceller et vendre aux gens. Ça, c'est l'immobilier, on va dire l'immobilier sauvage. Mais oui, mais ça, qui encadre ça? Qui regarde ça? Ça continue de se faire sous les yeux. Donc pour moi, c'est bien cette décision, mais ça, c'est encore dans un carcan. C'est-à-dire qu'il faut élargir à tous les ministères de la Sécurité, le ministère du Commerce, le ministère de l'Administration territoriale,
à tous les départements qui sont concernés pour qu'on puisse arrêter ça sur le terrain. Sinon, pour le moment, bon, même demain, vous allez dans la périphérie, vous allez voir que ces opérations-là continuent. Et ça, les gens, ils ne s'en plaignent pas. Et vous voyez aussi des Burkinabés qui, sans tenir compte de tout cela, de tout ce qui est réglementation, achètent aussi des parcelles comme ça. Et après, ils se plaignent qu'ils ont été grugés. Mais évidemment, quand vous payez une parcelle comme ça, et vous ne demandez pas si la société immobilière a un agrément, mais il ne faut pas être étonné après. Non. Il faut dire qu'en 2019, justement, le ministre Bonanné avait fait le point. On a interdit maintenant. Maintenant, on ne peut plus créer de sociétés immobilières. Mais ils avaient constaté que sur plus de 280 et quelques sociétés immobilières qui existaient, ceux qui respectaient les cahiers de charges ne dépassaient pas 5 ou je ne sais pas quoi. Là, on n'a pas compris justement cette suspension, la raison profonde. On s'imagine qu'il y a des problèmes liés à ça, mais profondément, de façon objective, le communiqué ne dit pas ce qui est en jeu. Le communiqué précise que c'est qu'il y a des problèmes. Oui, je pense. Aussi le communiqué, vous pouvez le lire. Le communiqué dit ceci, les opérations d'urbanisme d'aménagement définies par le Code d'urbanisme de la Constitution burkinabé, l'édification, l'amélioration, la réhabilitation et l'extension des constructions sur les terrains aménagés, le produit foncier immobilier issu des opérations. Il est constaté des dérives dans la pratique de cette activité auxquelles il convient d'apporter des réponses idoines. Donc les traitements des dossiers de promotion immobilière est temporairement suspendu. Oui, justement, les dérives, c'est quoi les dérives? C'est ça la question. Le fait qu'il y a certaines pratiques qui continuent de se faire sur les terrains qui ne respectent pas les règles. Je pensais que c'est ça les dérives. Mais peut-être que si on citait les dérives, on serait dans la situation où on voit clairement que n'importe quelle société immobilière qui vous vend des parcelles, etc., c'est une Oui, mais M. Lukman, je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas perdre de vue. Ces sociétés immobilières-là sont très puissantes financièrement, relationnellement. Ce sont du liquide. Et donc, tout ça peut expliquer le flou du texte. D'accord. Donc, en tout cas, il y a une intention qui est claire. Le traitement des dossiers de promotion immobilière, le traitement est temporairement suspendu. Vous voyez, on a précisé de promotion immobilière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous avez ces sociétés-là qui vous proposent, par exemple, des parcelles en bonne œuvre ou des villas. C'est de ça qu'on parle. Mais ce qui est grave là, ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas tout ça. C'est celui qui va négocier des terrains avec des propriétaires terriens qui payent et après qui parcellent, qui vendent à des gens. Qui donc la spéculation se continue, oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ça qui est le problème. D'accord. On va prendre M. Lamoussa Ilboudo François qui nous appelle pour intervenir sur la corruption électorale. M. François Lamoussa. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous. Je vais commencer par une citation qui dit que la corruption est pire que la guerre. Parce que la guerre est limitée dans le temps, mais la corruption, c'est des générations qui vont en pâtir. Maintenant, pour revenir sur les révélations du RENLAC, en fait, je pense que quand on dit au RENLAC d'aller poser plainte, je pense que c'est très simple de le dire ainsi. Et au moins, ils ont fait de la dénonciation. Si la justice est conséquente, c'est la justice qui doit prendre l'affaire en main et faire pour qu'on puisse respecter l'état de droit dans ce pays. Parce que quand on vient à dire que oui, nous sommes tous dans le même sac, il faut se poser la question d'abord, combien de Burkinabés votent? Le nombre de Burkinabés qui votent même ceux qui ont pris dans leur carte dans leur assemblée là, ne vaut pas le nombre de Burkinabés qui ne votent pas. Donc, ça veut dire quand on est consciencieux, on doit se poser pourquoi la majorité des Burkinabés ne votent pas. Et deuxièmement, on doit se poser la question à savoir pourquoi les politiciens ne veulent pas sensibiliser les militants pour qu'ils comprennent l'essence démocratique. C'est parce qu'ils veulent toujours continuer à utiliser leur méconnaissance de la vie politique et démocratique là pour pouvoir les exploiter, pour pouvoir les acheter et pouvoir aller leur avenir. C'est pour ça. Donc je ne suis pas d'accord qu'on dise que les Burkinabés, on peut dire une partie des Burkinabés sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, mais la grande majorité même ne comprennent même pas le système électoral tel qu'on la pratique aujourd'hui. Donc on ne peut pas, ça veut dire venir condamner tout un peuple parce que tout simplement il n'a pas eu la chance de connaître le système qui l'oppresse. Ça c'est être malhonnête personnellement, je ne vais pas indexer quelqu'un, c'est être malhonnête intellectuellement. Mais pour sortir, c'est comme les gars a dit, si on continue sur cette lancée, d'ici 10 ans, il y aura une instruction populaire. Parce que quand on fait des choses et que on sait très bien que ce n'est pas bien et qu'on ne veut même pas s'avaliser, ça veut dire que c'est comme si
lieu et puis... Oui, monsieur Lamoussa François, justement, la question de la légitimité était posée. Est-ce que quand les gens eux-mêmes, ils acceptent, parce qu'il y a des villages où les gens ont fait des caisses communes, et puis encaisser de l'argent, et puis après refaire, donc ils investissent dans des jeux sociaux, etc. Est-ce que ça, quand on regarde cette organisation de population dans le cadre des élections, est-ce que ça peut réellement aboutir à ce qu'on dit là? Non, au fait, pourquoi? Parce que l'homme politique a instrumentalisé les populations. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils se sont appuyés sur leur méconnaissance du système démocratique pour les manipuler et pour les amener là où on dit, bon, il y a des exemples où on dit que les partis majoritaires, quand tu parles avec que tu n'es pas du parti majoritaire, on dit qu'on ne peut pas t'écouter parce qu'eux sont là pour... Vous allez jusqu'à quel point on a instrumentalisé les gens? À cause de la misère, les gens sont prêts à tout pour manger le jour même. Et on utilise cela pour s'enrichir. Et on fait tout pour que les gens ne puissent pas se réveiller. Et ça veut dire qu'on vient après les accuser d'être responsables de leur misère parce que c'est eux qui ont voté. Vous voyez à quel point c'est très démoniaque comme système de gouvernance. Mais seulement, il faut que ceux qui font ça sachent qu'à un moment, le système va péter. Parce que quand la misère va atteindre un niveau inacceptable, les gens vont se révolter. D'accord. Merci, monsieur François Lamoussa. Inacceptable et puis révolte. Bon. Non, il faut dire que M. Ilbouro Lamoussa François est encouragé, parce qu'il intervient aussi dans les radios FM. Là. Tout à fait. C'est un citoyen. Donc c'est un citoyen actif, conscient. Un citoyen actif. Voilà. Alors, selon lui, il faut les politiques exploitent la misère. La méconnaissance des règles. Et ça, je ne suis pas d'accord quand on dit ça. Vous savez, j'ai dit, je répète, nous sommes dans le même sac. Vous n'allez pas mettre. Mais pas dans le bon sac, c'était. Non, on n'est pas dans le bon sac. Je suis d'accord avec lui quand il dit tôt ou tard, le système va s'effondrer. On est tous d'accord. Aujourd'hui, ce que nous nous disons, ce n'est pas pour encourager. Ce n'est pas pour encourager. C'est la réalité que nous dénonçons. Parce que quand on regarde, il y a des recommandations qui sont faites par le RENLAC, mais qui sont des recommandations qui datent, c'est-à-dire le plafonnement des dépenses, la question des financements illicites ou autres. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde tout ça, le peuple est avide d'argent électoral? Est-ce qu'on ne court pas le risque dans un contexte d'extrémisme violent, de terrorisme, que des organisations terroristes viennent financer beaucoup d'argent et puis ça part de la scène politique? Ce qui est important à dire, Maître de Tambela parlait tout de suite des sankaristes. Alors imaginez que selon ce que M. Ilbouro dit, les politiciens, les partis politiques disent, bon, ok, on nous a suffisamment accusés d'être à l'origine de la coalition électorale, maintenant nous allons arrêter tout ça. Écoutez, quand nous allons partir dans un village, nous allons expliquer notre programme, et puis bon, voilà, nous allons partir sans encourager tel groupe de jeunesse ou tel groupe de femmes, ou sans aller donner de l'argent à telle autorité et tout. Vous allez voir, ce sont les populations elles-mêmes qui vont dire « Ah, ce schéma ne plaît pas ». D'accord. On va prendre le deuxième. On va prendre le deuxième téléspectateur, M. Baro Abdoulaziz, qui appelle de très loin de Orodara, pour le sujet concernant le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, bonjour, M. Loukman. Bonjour, monsieur Baro. Oui, mon français n'est pas trop ça. D'accord. En fait, je voulais féliciter tous ceux qui ont participé à l'installation du bureau de l'Assemblée. Parce que au Mali, c'est-à-dire il n'y a pas cette consensus. Okay. Donc, je les remercie et je profite pour remercier le président de l'Assemblée aussi, puisqu'on ne savait pas qu'après M. Salif Diallo, Bala Sakandé pourrait gérer l'Assemblée comme ça. Et vu, selon moi, ma compréhension, dans le futur, notre politique va prendre une autre ampleur politique de la jeunesse et pas politique bagarreuse. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Et je profite pour remercier toute la population du Burkina Faso. Ok, merci, M. Baro. Continue. Oui, d'accord. Voilà. Non, je veux dire, nous devons tous travailler. Il y a des éléments importants qui ont été évoqués dans le rapport de l'ENLAC, c'est-à-dire le plafonnement du financement privé
des élections. Comment- Ça, c'est un Mais comment on fait justement, ça? comment on arrive Comment à on le fait faire? ça? Parce Mais que c'est on facile a- aussi de dire, mais quand les gens ne déclarent pas ce qu'ils ont, leurs acquisitions. Parce qu'il n'y a pas de texte de loi. Oui, même s'il y a des textes de Aujourd'hui, loi. vous pouvez vous faire financer, mais à coût de milliards, sans que personne ne sache qui vous a donné cet argent et dans quel cadre. Oui, Mais parce s'il y a que un les texte gars, qui est loi, quand par exemple, on est des journalistes, quand par exemple vous apprenez que des commerçants ont fait un réseau, ils ont cotisé 1 million, ou 10 millions, 50 millions pour aller donner à un parti politique donné, qu'est-ce que vous pouvez faire? mais c'est parce que ça ne se c'est donne pas devant les c'est écrans de la parce que télévision, tout ce des caméras. qui n'est pas défendu mais est comment on permis. D'accord. Donc, il faut prendre un texte de loi pour encadrer le financement privé des campagnes électorales. Et à ce moment, on va savoir effectivement qui reçoit de l'argent, dans quel cadre, et puis voilà, on saura le traitement qu'il faut donner. Et on saura comment il faut plafonner les choses pour avoir une certaine équité entre les partis politiques. D'accord. Oui, bon, comment je veux dire là? Il faut dire que ce que dit Parfait Silga, ce serait bien. Mais au Burkina Faso, ce n'est pas pour le moment applicable. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs informels. L'argent a des circuits que le système formel ne contrôle pas. Donc, même si on fixe des plafonds, etc., l'argent va toujours trouver son circuit parallèle qu'on ne pourra pas contrôler. Par exemple, la fiscalité ici, il est difficile, n'est-ce pas, de vraiment déterminer l'assiette de l'impôt, parce qu'il y a beaucoup. Donc, je reprends la parole après. On prend le dernier téléspectateur, M. Ouedraogo Seydou, qui lui revient sur le trop perçu salarial. Il est à Ouagadougou. Bonjour, M. Lukman. Bonjour, M. Ouedraogo. Ok, merci. Bon, juste une petite parenthèse par rapport à la corruption électorale. Il faut se rappeler qu'il fut un moment où l'ex-maire, M. Sawadogo, n'a pas été élu. Les élections ont été reprises. Je crois que c'est M. Anatole Boukourou qui a gagné les élections. Arrondissement 4. On a compris que beaucoup d'argent ont été investis en faveur de M. Sawadogo. Aux États-Unis, allô? Oui, allez-y. Oui, ok. Aux États-Unis, vous voyez, il y a de fortes quantités, en fait, des masses d'argent qui circulent. Mais comment ça se fait? Bon, on pourra aussi s'en inspirer. Voilà, donc c'est juste pour mettre un justement, ça se fait comment là-bas aux États-Unis? Si on doit s'en inspirer, il faut qu'on sache comment ça se fait. Oui, vous savez que il y a deux possibilités. Soit, voilà, vous décidez de mobiliser de l'argent par vous-même, ou bien vous vous limitez à ce que les textes prévoient. Et on a vu Obama qui a pu mobiliser de fortes quantités d'argent, mais vous savez que cette forte quantité d'argent-là, ça a été utilisé comment? Posons-nous la question. Comment ça a été utilisé? Voilà. Donc, bon, c'est juste une petite part. Je ne vais pas rentrer, puisque ce n'est pas l'objet de mon intervention. Allez-y sur le trop perçu salarial, très rapidement. Vous avez déjà perdu sur le temps. Le trop perçu salarial, même de Tambela a dit de ne pas dire qu'on est en train de mettre en pâture les ministres en question. Mais moi, je pense qu'on est en train de mettre en pâture ces ministres. Bon, moi, je pense que tous ces paiements ont été faits sur des bases légales. Autrement dit, on ne les fera pas. Si vous avez un contrat, vous êtes un ministre, un professeur d'université, vous gagnez largement plus que les 1 million 150 000, voilà. Et vous venez signer un contrat pour être ministre. Je pense que ce que vous gagnez là, ce n'est pas un trop perçu, mais c'est sur une base aussi légale. Alors, si on vous dit que c'est un trop perçu, comment la population, les citoyens burkinabés vont vous percevoir? Un trop perçu, moi je trouve que le terme n'est pas exact. S'ils veulent faire leur analyse. Je donne un exemple. Vous êtes un fonctionnaire. On vous donne par exemple 100 000 francs par mois. À un moment donné, l'administration s'est trompée et vous donne 120 000. Alors les 20 000 excédentaires, là, ça représente un trop perçu. Et c'est un trop perçu qui doit être forcément remboursé. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous signez un contrat, on doit vous payer 5 millions. On vous paye les 5 millions. Et quelqu'un d'autre estime que oui, il y a un décret qui dit que oui, on doit payer les gens sur les ministres au maximum à 1 150 000.
Mais vous oubliez, si le contrat qui avait été proposé entre vous et l'administration publique, là, si c'était un contrat illégal, oui, on peut comprendre. Alors, mais si ce n'est pas un contrat illégal, alors vous êtes payé sur des bases légales, on ne peut pas vous parler de, on peut pas parler de trop berçu. Monsieur Ouedraogo, il s'agit de l'administration publique. Vous avez des ministres qui ont un salaire et d'autres qui ont plus que ce salaire. Est-ce que ça, c'est normal, ça? C'est la question est là. Est-ce que ça, c'est normal? Parce que les ministres, ils font le même travail. Ils font la même chose. Ils sont tous au conseil des ministres, etc. Donc, où est le travail que l'autre fait plus que l'autre? Non, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous sur ce point. C'est-à-dire, moi, je n'apprécie pas cela. Mais moi, je pars sur une hypothèse. S'il y a un contrat qui a été signé en bonne et due forme avec l'administration publique, alors on ne peut pas parler de trop perçu. Autrement dit, c'est une somme indue qu'il faut forcément rembourser. Alors que je vois mal le ministre qui détient un contrat qui a été payé sur cette base-là et qui va vouloir rembourser l'excédent. Ça, je ne crois pas. Voilà pourquoi je dis, ils peuvent trouver d'autres termes, mais il ne faut pas jeter ces ministres-là en pâture. Merci. Voilà ma conclusion. Merci, maintenant, si vous avez d'autres questions, moi je peux toujours répondre. Merci, monsieur. C'est moi qui ai même parlé de droit acquis. Tout à fait, ouais. Mais cette différenciation-là, même, c'est démotivant. Je ne vois pas pourquoi moi je vais percevoir 1 million de francs. Lui, 5 millions de francs, et puis il va me demander les mêmes exigences. Il va dire, mais lui, il n'a qu'à faire. C'est comme ça. C'est démotivant même au sein du gouvernement. Donc ça, je passe outre. Maintenant, je vais parler de l'imposition. Par exemple, ici, il est difficile de contrôler, n'est-ce pas, les dépenses électorales. Pourquoi? Si vous allez dans les pays développés, là, vous ne pouvez pas sortir de l'argent sans qu'on ne le sache. Tout est traçable. Il y a des traçables. Voilà. Soit c'est par un guichet, soit c'est par un chèque. Ici, l'intraçabilité dépasse la traçabilité. Il y a beaucoup d'argent informel plus que ce qu'il y a de formel. Il y a beaucoup de gros commerçants même qui ont toujours leur argent dans les sacs de Jules, etc. Et des cartons aussi. Voilà, ou même qui enterrent toujours leur argent plutôt que de mettre dans les banques. Quand on sort cet argent-là, il n'y a pas de traces. Est-ce que vous voyez? Donc c'est difficile. Et puis enfin, pour terminer, il faut dire que tous les partis, tout le monde est d'accord que le pays doit être gouverné par l'argent. Vous avez vu, par justement, exemple, je termine dessus. Est-ce que chacun a 25 secondes parce qu'il nous reste 2 minutes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la question argent dépasse la question des valeurs, des idées, etc. Est-ce que notre pays, à un moment donné, on ne peut pas retrouver à Kosiam un président qu'on n'aimerait pas voir? Oui, mais c'est pour ça que je vous ai dit que le système va exploser un jour ou l'autre. Mais pourquoi je dis que tout le monde est d'accord pour l'argent? Regardez, tous les candidats à l'élection présidentielle, personne n'a contesté les 25 millions de cautions qu'il fallait payer. Sauf par exemple les candidats marginaux. Tous ceux qui sont présentés étaient d'accord pour. Merci, vous êtes d'accord déjà qu'il faut de l'argent pour être candidat. Vous êtes d'accord que c'est l'argent qui doit être le fondement de tout. Non, parfait. Nous devons réfléchir à Il n'y a pas de risque à une république où on va faire un retour dans le temps pour mettre en avant effectivement les valeurs, c'est-à-dire élire un président sur la base d'un programme. Bon, c'est peut-être un rêve, mais il faut qu'on y arrive. Sur le programme, mais j'allais dire aussi un président ou des dirigeants qui ont des valeurs. Qui nous sont chères, parce que sinon avec de l'argent, un fou ou un mafioso peut devenir président. C'est l'idéal que tout le monde aimerait avoir, mais ce qui se passe sur le terrain est différent. Et je me dis qu'avec cette classe politique-là, je suis convaincu qu'on ne peut pas parler de valeurs. Si ce n'est pas après eux, ça va être difficile pour moi. D'accord. Et selon la théorie de la reproduction sociale, ils peuvent aussi reproduire la même classe. Non, ils vont pire. On a vu une classe qui peut devenir pire. Voilà. Non, en fait, c'est pour dire, c'est vrai que nous naviguons dans un paradigme qui est très complexe. Bon, mais c'est vrai, tous les systèmes évoluent vers leurs limites. Mais ce qui est sûr, moi je pense que c'est vrai que les citoyens burkinabés ne s'approprient pas vraiment les mécanismes du jeu électoral. Merci. Il faut travailler à cela. Il faut une culture électorale très développée. Et merci à tous d'avoir pris part à ce plateau et puis à ce débat. Merci à ceux qui nous ont suivis, ceux qui ont appelé également de Orodara. Merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez suivis. J'étais donc autour de cette table avec Youssoufou Ouedraogo. Il est donc journaliste à Info H24. C'est une plateforme numérique d'information, d'événements et d'enquête. D'accord. Ouais. Merci. L'adresse, c'est info.h24. Oui, info.h24.info.
.info. Merci, Maître Kerem Apollinaire de Tambela. Il est avocat inscrit au barreau, président du CRI, que le Centre de recherche internationale et de stratégie. Merci, Maître, d'être passé. Et puis, Parfait Silga, journaliste et analyste. Merci, Parfait, également d'être passé avec ce bel avis de... C'est de quelle région déjà, là, de l'Est? Merci. Alors, et puis, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du SEC d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum alternatif des citoyens. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.